Merci à vous. Mon intervention aujourd'hui s'articule autour de deux volets. Dans le premier volet, je fais une plongée au cœur des discours sur la mondialisation. Et dans le deuxième volet, je creuse dans une problématique qui est d'une acuité extrême pour les pays en voie de développement, à savoir la trilogie croissance, développement et émergence. En plongeant au cœur de mes recherches sur les discours liés à la mondialisation, j'ai découvert 4 grandes tendances qui véhiculent 4 discours différents sur les dérives de la mondialisation, ses limites, ses perspectives, son avenir, à l'heure des grandes incertitudes climatiques, économiques, écologiques, sanitaires et démocratiques. Ces 4 discours se convergent sur un seul constat. La mondialisation est contraignante, écrasante, étouffante, malheureuse. Et pour les pays dits intégrés dans la mondialisation, et pour les pays en voie d'intégration, et pour les pays en marche de la mondialisation. À part ça, ces discours se divergent, se rivalisent et dévoilent leurs contradictions structurelles. La première tendance considère que le marché et le capital sont les 2 facteurs déterminants dans les processus de la mondialisation. Le discours émanant de cette tendance jette catégoriquement les responsabilités des dysfonctionnements, des déréglementations des règles des jeux de la mondialisation sur les États, les gouvernements qui n'ont pas pu suivre les grandes évolutions des marchés qui sont devenus globaux tandis que les politiques sont restées locales. C'est vrai dans la mesure où les marchés transcendent toutes les autres structures et institutions grâce au triomphe du libéralisme de l'économie de marché, ce qui a ouvert les voies larges devant les marchés qui affirment leur emprise sur le monde, ce qui est conséquent aujourd'hui sur l'état actuel de la mondialisation. En revanche, les propos, les énoncés tenus par ce discours sont vite mis en doute, en cause et à l'épreuve, grâce aux exploits sans précédent des sciences, des technologies. Surtout que les circuits biologiques et les circuits électroniques peuvent se combiner et prendre les commandes de l'évolution humaine pour former une espèce nouvelle. Ce qui va révolutionner sans doute les modes, les formes, les structures et bousculera toutes les évidences, les tendances, bouleversera toutes les donnes touchant aux structures, aux institutions liées à toutes les sphères politiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales. C'est dire. Deuxième tendance
estime que l'état actuel de la mondialisation présente des ultimes occasions et opportunités afin de conforter les positions sur l'échiquier de la géopolitique, de la géoéconomique internationale. Les discours liés à cette tendance sont appuyés et soutenus par les vieilles puissances politiques et économiques d'Amérique et d'Europe, qui voient leur rival chinois se positionne en puissance économique de premier ordre et probablement une puissance politique et militaire, même si cela paraît difficile vu les multiples problèmes qu'affronte la Chine au niveau social et que la Chine a d'autres chats à fouetter. Cette deuxième tendance est soutenue par des alliances, des mariages entre les populismes politiques et les protectionnismes économiques qui se nourrit des idéologies de la peur, de la haine, de la suprématie et des extrémismes de tout genre et de tout bord. Ces idéologies se fondent généralement sur des notions comme la race, la nation, l'ethnie, le nationalisme aveugle. Entre les deux tendances émerge une troisième qui affirme que la mondialisation est inévitable et qu'il faut adopter, adapter et dresser par des régulations, des restructurations, des moralisations, des justices, des achèvements, pour qu'elle profite aux pays pauvres comme aux pays riches. Le discours véhiculé par cette tendance tire la sonnette d'alarme des risques inédits dont les chocs seront considérables, d'assister à un déchirement arbitraire de la mondialisation en deux, mené et par la Chine et par les États-Unis d'Amérique. Si les acteurs principaux de la mondialisation n'agissent pas, et si les peuples restent toujours à la marge des grandes décisions à l'échelle mondiale, ce qui exige, selon les détenteurs de ce discours, de repenser, de faire la mondialisation autrement et de réinventer les démocraties et les territoires. La quatrième tendance tente de véhiculer un discours d'anti-mondialisation qui rejette absolument et catégoriquement les structures, les institutions qui sont émanées de la mondialisation et constituent sa toile d'étoffe. Ce discours trouve dans les malheurs, les désarrois
des désenchantements, des démoralisations des peuples, des alibis, des preuves incontestées sur les faillites absolues de la mondialisation. Cette tendance se nourrit de l'idéologie qui ne meurt jamais et qui se transforme facilement, accompagnée des nostalgies. Ah, que c'était bien avant. Une petite synthèse s'impose. Ces 4 discours sur la mondialisation se fondent sur des choses sérieuses qui méritent minutieusement d'être prises en compte dans toutes les analyses sur la mondialisation, ces problématiques. Ces discours ne tirent pas la sonnette d'alarme pour rien. C'est pour éviter que le chaos régnera en maître. En creusant dans la trilogie croissance, développement, émergence, qui met les États, les gouvernements des pays en voie de développement dans des situations critiques, dans des embarras, dans des infirmités et dans des incapacités d'agir pour instaurer la sécurité, la stabilité politique, de mieux gouverner, je m'y investis tout en prenant en compte la complexité de la chose, la complexité des développements dans les pays en voie de développement, sur l'effet des déréglementations généralisées, objectivement et subjectivement. Pourquoi je porte un intérêt particulier à cette trilogie qui domine le champ linguistique du monde, des nouveaux dynamismes économiques et sociaux des territoires. Pour répondre à cette question, je creuse dans les finalités des nouveaux modèles de développement territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables, qui se résument en 2 mots: la rigueur, l'efficacité économique, la justice sociale, la justice spatiale, la justice climatique, ces développements visent à améliorer en permanence les cadres de vie des citoyens, des populations, des communautés locales, d'une manière effective, juste et équitable, de redonner aux choses politiques, publiques, électorales, leur lettre de noblesse. Ceci
ne peuvent se réaliser, se concrétiser qu'à partir des dimensions territoriales, dans un cadre de démocratie de proximité propre à chaque pays, des droits en général, des bonnes gouvernances territoriales, des nouveaux jeux et enjeux de la mondialisation. Il y a plus d'une décennie que plusieurs pays en voie de développement réalisent des taux de croissance les plus élevés au monde. Pourtant, les retombées n'ont pas touché directement la vie des populations, qui sont restées vulnérables, sinon ils ont glissé vers des misères absolues, dont les conséquences, les impacts sont catastrophiques sur les cohésions, les cohérences sociales, sur les équilibres sociaux, sur les équilibres intercommunautaires et sur la paix et la sécurité dans le monde. Par contre, ces croissances ont profité pour les riches de ces pays d'ailleurs, comme ils ont ouvert les voies larges aux corruptions, aux dilapidations des deniers publics, au détournement de fonds publics, aux mauvaises gouvernances, aux écarts sociaux et spatiaux, aux régressions des qualités des services sociaux. La question qui se pose, est-il encore possible de rattraper les retards accumulés en termes de développement par ces pays? Les États, les gouvernements de ces pays présupposent des schémas et des feuilles de route qui tablent sur plusieurs critères. 1. Lever les injustices infligées par la mondialisation à ces pays. 2. Accéder au financement et trouver des nouveaux montages financiers. 3. Réaliser des taux de croissance à 2 chiffres, comme c'était le cas pour les pays du sud-est asiatique, appelés les tigres d'Asie, dans les années 90 du siècle passé. 4. Renforcer les coopérations, les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud sur des bases nouvelles de gagnant-gagnant. 5. Alléger et supprimer les dettes extérieures des pays en difficulté. Ces conditions semblent colossales, correctes et justes. Mais n'y a-t-il pas là des spéculations politiques?
Les problématiques de développement dans ces pays ne seront pas levées que si elles apportent des réponses clés à 3 questions majeures. La sécurité, la stabilité politique, l'ouverture démocratique et la répartition équitable des richesses. La course de plusieurs pays en voie de développement vers l'émergence ne sera-t-elle pas la réponse aux questions liées au développement raté? Plusieurs de ces pays qui affichent des ambitions pour adhérer au club des pays émergents ont raison de le faire. Tout simplement parce que la mondialisation exige ceci, ce qui leur permet d'être plus aspirants, de réaliser leur émergence dans l'espace mondial, de s'ouvrir sur le monde, de se positionner dans l'échiquier de la géopolitique internationale en tant que force régionale, de jouer les jeux de la concurrence mondiale interterritoire. Ces pays s'appuient sur plusieurs critères pour mener le jeu de l'émergence. 1. La construction des infrastructures aux normes internationales. 2. La maîtrise des grands équilibres macroéconomiques. 3. Le contrôle des systèmes financiers et monétaires par des politiques adaptées. 4. L'affichage des bons santé par les secteurs de banque. 5. La vivacité des entreprises de taille internationale. Rien ne les empêche d'intégrer le monde de l'émergence. C'est possible, est vraisemblable, mais le développement, c'est probable. Le Brésil, l'Afrique du Sud sont 2 exemples éloquents.
qui montre bien que c'est facile de devenir un pays émergent, mais c'est toujours difficile et problématique de réaliser des développements adéquats. Ces deux pays ont fait beaucoup de choses pour moderniser leur société. Paradoxalement, ils ont raté le rendez-vous avec le développement tout court. En termes qualitatifs, pour que la croissance profite à toutes les catégories sociales, surtout aux populations visées. Les taux de pauvreté s'accroîtent. Les écarts sociaux et spatiaux se creusent avec le temps et devient visible à l'œil nu. Bref, le développement équilibré, équitable, transparent et durable ne seront pas pour demain. Malheureusement, faudrait-il des convergences, des interactions, des intersections, des réconciliations, des corrélations entre la croissance, l'émergence, le développement, afin de réussir les grands enjeux, les grands défis de ce troisième millénaire qui sont l'éradication des pauvretés, des maladies, des épidémies, et qui sont des ultimes objectifs prononcés par l'Organisation des Nations Unies pour ce troisième millénaire. Je vous remercie.